Deuxième partie de ce chapitre concernant les transferts macroscopiques d'énergie. Donc on va ici évoquer dans ce grand 3 les transferts d'énergie. Donc tout d'abord distinguer les 3 modes de transfert thermique et puis ensuite définir et évoquer une nouvelle notion, les flux thermiques à travers une paroi. Donc tout d'abord concernant les modes de transfert thermique, vous avez donc ici 5 images qui illustrent 3 modes de transfert thermique. Donc l'image A illustre le transfert qu'on appelle la conduction dans ce type de transfert thermique, qui est la conduction. Le transfert thermique va s'effectuer de proche en proche dans la matière, sans déplacement d'ensemble de celle-ci. Vous pouvez noter cette définition entre guillemets, le transfert thermique s'effectue de proche en proche, sans déplacement d'ensemble de la matière. Donc c'est ce qu'illustre ce schéma, ce dessin D. On a une barre de métal, si on allume la bougie, l'énergie thermique va se transférer donc aux atomes qui constituent la barre de métal, qui vont vibrer, et ces vibrations vont se transmettre de proche en proche. Les atomes ici vont faire vibrer ceux d'à côté, qui vont faire vibrer de ceux d'à côté, etc. L'énergie va se transférer le long de la barre de métal de proche en proche. On appelle ce transfert thermique la conduction. Autre mode de transfert thermique évoqué par l'illustration C, c'est la convection. Le transfert thermique, cette fois, va s'effectuer de proche en proche dans la matière, avec déplacement d'ensemble de celle-ci. Donc pour la conduction, pas de déplacement d'ensemble de la matière, ça se fait de proche en proche. Dans le cas de la convection, ça s'effectue de proche en proche, mais il va y avoir déplacement d'ensemble de la matière. Vous pouvez noter ça. Et donc la convection est illustrée sur l'illustration E. Donc on a ici, c'est ce qui se passe par exemple lorsque l'on chauffe de l'air. Le radiateur va chauffer l'air présent au-dessus du radiateur. Donc, il va y avoir une mise en place d'un courant d'air chaud moins dense que l'air froid, donc il va monter le long de la pièce. En montant, il va se refroidir et redescendre. Donc tout un ensemble de masses d'air qui va se déplacer au sein de la pièce. Donc ça, c'est la convection. Enfin, dernier mode de transfert thermique, c'est le rayonnement. Donc cette fois, le transfert thermique est assuré par l'absorption ou l'émission d'ondes électromagnétiques. Voilà pour ces 3 modes de transfert thermique. Donc on a ici 2 illustrations qui montrent ces différents modes de transfert thermique. Transfert thermique au sein de la pièce par convection, transfert thermique par conduction le long des parois de l'habitation. Donc on peut ici mesurer la température de surface des parois, et puis ensuite transfert thermique par convection, mais aussi par rayonnement entre les parois et l'air extérieur. Donc l'idée, ça va être un petit peu de définir et à terme d'essayer d'être capable de faire un bilan d'énergie, par exemple dans le domaine de l'habitation. Et donc pour ça, on a besoin de définir la notion de flux thermique, essayer de mesurer la quantité d'énergie qui va traverser une paroi par unité de temps. Et donc voir comment est-ce qu'on peut agir pour limiter ces flux thermiques. Donc petit 2, flux thermique à travers une paroi. Et donc une première définition, le flux thermique caractérise la vitesse d'un transfert thermique à travers une paroi. Donc ça va être la quantité d'énergie Q qui va traverser une paroi par unité de temps delta T. Donc on note ce flux thermique phi. Donc le flux thermique, c'est la quantité d'énergie qui traverse une paroi par unité de temps. Généralement, un flux en physique, mais dans d'autres disciplines également, c'est une quantité de quelque chose par unité de temps. Donc l'idée, c'est de se poser la question de quoi peut dépendre le flux thermique. Si on prend cette illustration, donc on a une paroi de surface S, une température à gauche T1 supérieure à T2. Donc tout d'abord, le flux thermique se fait toujours du côté de température la plus élevée vers le côté de la température la plus froide. Et donc de quoi peut dépendre ce flux thermique? Je vous laisse éventuellement quelques secondes pour essayer de réfléchir à ça. De quoi peut dépendre le flux thermique à travers une paroi? Donc de quoi peut dépendre la quantité d'énergie qui va traverser une paroi par unité de temps. Donc on s'intéresse à cette quantité d'énergie, cette énergie thermique Q qui va traverser la paroi. Donc le flux thermique va pouvoir
va dépendre de la différence de température. Plus la température extérieure est basse par rapport à la température intérieure, plus les déperditions d'énergie vont être grandes, plus l'énergie thermique qui va traverser la paroi va être importante. Autrement dit, l'été, au printemps, s'il fait 20 degrés à l'intérieur d'une maison, 20 degrés à l'extérieur d'une maison, eh bien, on ne va avoir aucun flux thermique. Par contre, l'hiver, si on veut 20 degrés à l'intérieur de la maison et qu'il fait 0 degré dehors, la quantité d'énergie qui va traverser la paroi va être beaucoup plus importante. Le flux thermique va aussi dépendre de l'épaisseur de la paroi. Plus l'épaisseur de paroi va être importante, plus le flux thermique et plus la quantité d'énergie va être petite. Donc on aura un transfert d'énergie plus faible si on a 40 cm d'isolant que 20 cm du même isolant. Et ce flux thermique va dépendre aussi de la surface de la paroi. Donc si on revient sur ce qu'il faut noter, si les températures T1 et T2 sont constantes au cours du temps, le flux thermique s'exprime aussi par la relation phi égale T1 moins T2 sur un R, qui est appelé résistance thermique de la paroi. Et les notions de surface d'épaisseur vont apparaître dans cette résistance thermique. Donc le flux thermique dépend de la différence de température et d'une caractéristique de la paroi qu'on appelle la résistance thermique. Et cette résistance thermique dépend de la conductivité thermique lambda du matériau, la façon dont le matériau conduit l'énergie thermique, de son épaisseur E et de la surface S de la paroi. Et donc cette résistance thermique peut se calculer comme étant le rapport de l'épaisseur de la paroi sur la conductivité thermique fois la surface. R égale E sur lambda S. Donc finalement, on peut écrire que le flux est égal à lambda, la conductivité thermique, fois la surface de la paroi, sur l'épaisseur de cette paroi, fois delta, ici T majuscule, non pas T minuscule, T majuscule, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de la paroi. Donc, vous pouvez noter tout ça. On va donc discuter rapidement du flux. Plus la conductivité thermique est grande, plus le flux sera important. Donc plus la conductivité thermique du matériau est grande, lambda, plus le matériau va conduire l'énergie thermique, et donc plus on aura un flux grand, et plus on aura des déperditions d'énergie. Plus la surface de la paroi est grande, pareil, plus le flux va être grand, et plus l'épaisseur de la paroi est importante, plus le flux est petit. Donc plus la différence de température entre les deux côtés de la paroi est importante, plus le flux sera grand. Donc ce qui est très important dans le choix d'un matériau, par exemple pour isoler, ça va être l'épaisseur de ce matériau. On va prendre une épaisseur la plus grande possible. S, c'est la surface de la paroi, donc là ça n'intervient pas dans le choix du matériau, qui dépend de la surface de la paroi à isoler, de la surface du mur. Donc l'épaisseur du matériau, on prendra une épaisseur la plus grande possible. Et la conductivité thermique du matériau, qu'on va essayer de prendre également la plus petite possible. On cherchera des matériaux pour isoler les plus petits possibles. Donc dans le choix d'un isolant, le terme important, ce ne sera pas forcément la résistance thermique, comme on le retrouve sur beaucoup d'isolants, mais la conductivité thermique. Donc ce qu'on a ici, c'est quelques valeurs de conductivité thermique. On voit par exemple que le liège est un très bon isolant, il a une conductivité thermique très petite, alors que le bois a une conductivité thermique plus importante. Donc le liège sera un bon isolant, et puis après, bien évidemment, en fonction du prix, on travaillera sur l'épaisseur d'isolant à choisir. Ça pourrait revenir moins cher de prendre de la laine de verre qui a une conductivité thermique faible, mais qui isole moins bien que du liège, ou quasiment de la même manière, mais qui est beaucoup moins cher. Donc on prendra de la laine de verre, mais une épaisseur plus grande, par exemple, en équivalent liège. Enfin, dernière partie de ce chapitre, donc on arrive à cette, juste avant de passer à la dernière partie, les exercices que vous aurez à traiter, vous trouverez les corrigés sur le précis ici. Enfin, dernière partie de ce chapitre, l'idée ça va être de réaliser des bilans thermiques, notamment dans le domaine de l'habitation. Donc on va travailler un petit peu sur les différents flux thermiques pour faire assez simplement des bilans thermiques. Donc rang 4, bilan d'énergie. Et donc pour effectuer le bilan énergétique d'un système, dont l'énergie mécanique est constante, donc pour effectuer le bilan énergétique d'un système, on va suivre 4 étapes. Tout d'abord, on va définir le système étudié. Ensuite, on va déterminer les transferts énergétiques entre ce système et l'extérieur, transfert énergétique avec un S, entre ce système et l'extérieur. Donc ces transferts se font soit par travail ou par transfert thermique. Nous, on se limitera ici à des transferts thermiques. Et enfin, on déterminera le sens de ces transferts.
on se limitera au transfert thermique dans le cas, par exemple, d'un bilan thermique d'une habitation. Donc on définit le système, on détermine les transferts, on détermine le sens de ces transferts. Donc deux illustrations ici. Par exemple, on va se limiter au café. Donc le café va récupérer, si le système défini est le café à l'intérieur de la tasse, va récupérer de l'énergie par rayonnement de la lumière ambiante. Donc le transfert thermique, quand il est reçu, il est compté positivement, mais il va aussi perdre de l'énergie par rayonnement, donc un transfert thermique Q compté négativement, et perte d'énergie aussi par conduction sur les parois, avec les parois de la tasse, puis ensuite avec l'air extérieur, donc là de l'énergie qui est comptée négativement. Une sonde qui rentre dans l'atmosphère, donc différents types de transferts thermiques. Transfert thermique par rayonnement, le bouclier va chauffer, donc de l'énergie qui est perdue par le système. Transfert thermique par conduction avec l'air extérieur, donc de l'énergie thermique perdue. Et aussi de l'énergie là qui va être gagnée, donc par travail, le travail des forces de frottement de l'air sur la surface du bouclier de la sonde. Donc, transfert thermique par travail, W positif de l'énergie reçue par le bouclier. Donc voilà pour ce chapitre 9 du contexte actuel. Ce chapitre 9 de physique, transfert macroscopique d'énergie.